Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, je suis avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ma foi, fort bien, en vacances, donc toujours très bien. En vacances, et on a décidé justement de poursuivre notre rétrospective qui risque d'être illimitée parce que le monsieur il en a fait des films, oh là là, du réalisateur japonais Takeshi Miike. Et après Gozu, Ichido Killer et Audition, on va aller plus dans le mainstream, enfin mainstream pour du Miike, attention, avec ce métrage sorti début 2004 au Japon et en 2005 en France, La mort en ligne, ou en VO, Shakushin Hari, tout simplement, qui est une sorte de thriller psychologique J-horror, dans la lignée des Ring, de The Grudge, voilà. Et au casting, on retrouve dans le rôle principal une certaine Ko Shibasaki qu'on avait pu voir dans Battle Royale. Elle jouait Mitsuko, l'une des tarées, parce que bon, voilà, c'est un film assez particulier, Battle Royale, probablement l'un de mes films japonais préférés. Citons aussi la présence de, assez rapide, mais il est là, de Renji Ishibashi, qui est l'un des acteurs fétiches de Takeshi Miike, mais aussi de Hana Nagata, qui elle aussi a joué dans Battle Royale, comme quoi, voilà. Et donc, alors, thriller, oui, psychologique très, J-horror un petit peu, qui raconte l'histoire toute simple sur le papier, d'un appel maudit qui tue des jeunes filles. Voilà, pour faire simple, apparemment, voilà, sur leur téléphone portable, quelqu'un essaye de les appeler avec leur propre numéro, ce qui est complètement impossible, pour annoncer leur mort future, mais en fait, c'est des appels venus de l'avenir, quelque part, c'est très étrange. Et donc, elles savent normalement à quelle heure, quel jour précis elles vont mourir. Et elles vont essayer d'éviter ça, etc. Bon, bref. Et à un moment, on va suivre l'héroïne principale qui, elle aussi, va recevoir ce coup de fil et qui va essayer de tromper la mort et de savoir d'où vient cette malédiction. Parce que forcément, il y a une source. Voilà. Et est-ce que là, c'est une histoire à la Sadako qui sort d'un puits, comme dans Ring, ou autre chose? Mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est adapté d'un roman écrit par Yasushi Akimoto. Et je pense, alors je sais pas, j'ai pas lu là-dessus, mais je pense que c'est plutôt plus un film de commande pour Takashi Miike, plutôt qu'un film d'auteur qu'il avait l'habitude de faire. Enfin, ça, tu vas peut-être nous le dire. Mais justement, mon cher Romain, que penses-tu de ce film qui est peut-être un peu différent des autres Miike, même s'il y a peut-être aussi sa patte? Dis-nous tout, mon cher Romain. Eh ben écoute, c'est un truc que j'ai. Alors, c'est intéressant, parce que c'est le premier film de Mickey que j'ai vu au cinéma. Et Parce que oui. tous ceux que j'avais vus avant, c'était des. Fondamentalement, les quatre dont on a parlé avant, je les ai vus avant, donc One Miss Call pour le coup, et La Mort en ligne, pardon, oui, je suis passé Oui. à la version anglaise. Et oui. Mais je les avais vus en DVD, et dans la foulée, c'est à l'époque où il y a eu Ring, et puis ensuite toute la déferlante de remakes de films d'horreur asiatiques. Ça a peut-être permis à ce film-là de sortir en salle et finalement dans un circuit assez large, parce que moi je l'avais vu au cinéma en multiplex, donc dans un truc comme tu disais tout à l'heure très mainstream. Et alors moi c'est un film que j'aime beaucoup. Alors on s'est pas spoilé, on savait pas quelle était la vie de l'autre vis-à-vis du film. Moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que effectivement c'est à la fois un film qui est peut-être plus facile d'accès si on connaît pas Mickey, mais qui en même temps a pas mal d'éléments, on en reparlera certainement tout à l'heure, notamment dans les flashbacks de l'héroïne, par exemple, Oui. qui ramènent vraiment, alors c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu, parce qu'on avait pensé peut-être à parler de celui-ci, mais tu avais une difficulté à le trouver, qui est Visitor Q, Ouais. et ces quelques séquences de flashbacks, quand tu auras l'occasion de voir Visitor Q, en fait elles font vraiment beaucoup écho à Visitor Q. D'accord, d'accord. Et est-ce que, Notam- selon toi, parce que ça je ne sais pas, mais si tu t'es renseigné, parce que tu connais très bien Takashi Miike, tu penses que c'est plus un film de commande quand même? C'est pas, enfin, est-ce que c'était vraiment une volonté ultime qu'il avait de faire un film comme ça? Ou est-ce qu'on lui a confié parce qu'il avait eu déjà quelques succès auparavant? Faut savoir qu'il est sorti juste après Gozu, mais bon, le monsieur il sort 4 films par an presque, donc... Est-ce que tu penses que c'est plus un film de commande? Parce que ça c'est une question que je me pose avant de donner mon avis, je fais maintenir le suspense. Alors pour avoir lu un petit peu à droite à gauche, a priori oui, effectivement c'est une commande, donc c'est pas c'est pas une volonté de sa part. Bon après c'est le cas de beaucoup de films de Mickey, en fait c'est vrai que comme tu dis, il sort un voire deux films par an parfois. Il fait des pubs, il fait plein de trucs, donc il y a beaucoup de choses qu'il fait qui sont de l'ordre on va dire, de sa volonté d'auteur propre, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il fait sur la commande, parce que ce mec-là c'est un type qui n'arrive pas à ne pas tourner. C'est impossible pour lui de ne pas tourner. Donc il fait à peu près tout. Il a très récemment, d'ailleurs, il a fait aussi enfin très récemment, c'est peut-être 7-8 ans, il avait fait un remake du Harakiri de Kobayashi, qui était, il me semble, aussi une commande. Donc il fait plein de commandes différentes, et je pense que celui-ci, effectivement, est une commande, parce que c'est un film qui, dans une certaine mesure, ne ressemble pas vraiment à ce qu'il fait d'habitude. En plus, comme tu disais, c'est un film qui est très mainstream dans son approche.
qui ressemble beaucoup à la J-horror de l'époque aussi, qui est vraiment intégrée dans ce truc-là. Il y a plein de mécaniques narratives qui ressemblent pas vraiment à Mickey. On parlera peut-être du traitement de la violence aussi, qui est pas vraiment propre à ce qu'on trouve chez Mickey, même s'il y a des moments, encore une fois, peut-être qu'en zone spoiler, si on spoil un petit peu, il y a des éléments qui, moi aussi, au-delà des flashbacks, me ramènent un petit peu dans des éléments graphiques à Mickey, mais c'est, je pense, pour le coup, je sais pas si c'est une volonté propre, qui s'est guidée, qu'il a vraiment été très intéressé par le sujet en tant que tel, mais en tout cas, la base est une commande. Voilà, alors, bon, maintenant je vais donner mon avis, parce que là, tu trépignes, hein, je le sens. Oui. Alors, j'ai été un peu déçu, je t'avoue, et bon, en même temps, voilà, maintenant je connais un petit peu Takashi Miike, j'ai vu des films assez extraordinaires dans un certain sens, qui sortent un petit peu de l'original, et là, je suis retombé un petit peu sur un film. Bon, ouais, alors, il y a des choses passionnantes, attention, hein, c'est pas non plus une catastrophe, loin de là, mais presque lambda pour du Miike. Forcément, on le voit que ça surfe sur, ne serait-ce que Ring, parce que oui, là, c'est pas une cassette vidéo qui s'échange, etc. C'est des appels téléphoniques en boucle qui viennent des répertoires. Enfin, en gros, si tu es dans le répertoire de la victime, tu vas peut-être être la prochaine, etc. Alors, il y a cette construction d'un mystère qui est intéressante, mais à un moment, je trouve qu'en fait, le métrage se perd dans une redondance. Avant d'arriver justement, allez, on va aller voir aux sources ce qui a pu se passer, etc. Cependant, au milieu du film, il y a quelque chose de très passionnant concernant une autre victime avant l'héroïne. Ça, on détaillera ça en zone spoiler, mais je pense que Takashi Miike, il a voulu mettre en avant, on va dire, les médias, sans en dire plus, le sensationnalisme des médias, ça j'ai bien aimé. Mais voilà, à un moment, tu vois, il y a une sorte de boucle. En même temps, c'est un film qui parle de ça. Et quand on y pense, Ring était un peu construit de la même manière, avant d'arriver à une certaine finalité. Et j'ai eu du mal à voir la construction de cette finalité. Voilà, les origines et tout, on reviendra là-dessus en zone spoiler. Donc voilà, sur la fin, j'étais là en mode, ouais, alors niveau construction, etc. C'est très littéraire, on voit que c'est adapté d'un roman, et à un moment, le film se perd un petit peu dans certains méandres. Cependant, la patte Mickey, elle est là, quelque part, sur le côté fantomatique, sans en dire plus, parce que la mort, elle est là, on la voit, hein, c'est quelque chose, voilà. Et tu as une ambiance à la audition, par un moment. Un petit peu. Voilà. C'est assez terne dans la photographie, par exemple. C'est des détails comme ça, mais c'est mélancolique, c'est sombre. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il a été, on va dire, engagé pour faire ce film parce qu'il y a eu la vague Ring, mais aussi parce qu'il a fait Audition avant. Je pense que ça a dû aider parce que c'est son film le plus populaire, enfin, qui a eu le plus de succès, je pense, auprès des critiques, auprès des cinéphiles et autres producteurs de cinéma à l'époque. Donc il y a ça. Et puis, le concept est excellent sur le papier. Tu as aussi toute une lecture sur les nouvelles technologies qui envahissaient les jeunes, les étudiants à l'époque. Aujourd'hui, on ferait ce même genre de métrage avec Internet, mais bon, ça existe plus ou moins déjà avec Unfriended et tout, hein, voilà, quelque part. Donc, il y a quelque chose d'assez fort, mais peut-être que ce film, je le vois trop tard, quelque part aussi, d'une manière ou d'une autre. Je l'aurais découvert à l'époque, je pense que j'aurais plus apprécié. Mais il y a une ambiance. Les acteurs, enfin les personnages, pas forcément les acteurs, ont du mal à se développer, même si l'héroïne, on essaye quelque chose autour d'elle, mais ça reste assez vague. Voilà, le duo qu'elle forme, par exemple, avec le frère d'une des anciennes victimes, ça fait un petit peu, bon, il arrive au milieu, allez hop, tiens, on va aller enquêter ensemble. Pourquoi pas, tu vas me dire. Mais tu vois, il manque d'une construction, voilà, c'est peut-être un peu moins d'empathie sur ces personnages-là que dans Ring, par exemple, puisqu'on cite beaucoup Ring, on peut faire des petites comparaisons là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être que j'attendais trop de ce film. Voilà, quelque part, on pourrait faire aussi des parallèles, même si c'est différent, avec le Suicide Club de Sonotion, dans une certaine ambiance mystique. Voilà. Mais voilà, j'ai moins été happé par ce métrage. Je pense que ça s'est joué à peu de choses, hein, cependant. Je sais pas. Après, Oui, vas-y. Là, je comprends en fait ce que tu dis, parce que c'est effectivement un. C'est un film qui, si tu le prends comme un Mickey, est assez décevant en tant que tel, parce que tu t'attends peut-être à ce que Mickey aussi transcende plus le matériau de base, qui est un matériau de géant hyper classique, qui reprend, tu dis, très bien toutes les thématiques classiques, et ce que tu as déjà dans Poltergeist, en fait, de Tobe Hooper et de Steven Spielberg, hein, c'est les mêmes idées, hein, c'est de dire que ce qui va me détourner de la mort, ce qu'on appelle les divertissements chez Pascal, donc la télé, là pour le coup le téléphone portable, en fait c'est ce qui va me rapprocher parce que ça capte mon attention et le mort va se servir du truc qui capte l'attention pour pouvoir passer un message, etc. Ce qu'il y avait dans Ring avec la cassette, avec Sadako qui essayait d'attirer l'attention et de transmettre son message, avec l'idée de la boucle, c'est un truc qui est effectivement un truc hyper classique.
pas très original. Mais ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'à l'intérieur de ce truc un peu bizarre, un peu classique, il y a ces éléments de bizarre vraiment qui ressortent. Oui. Et tu parlais d'Audition, effectivement, il y a ces flashbacks avec une photo extrêmement bleutée qui ramène à Audition et qui montre des trucs, notamment à l'intérieur de la cellule familiale, sur la manière de pervertir les relations familiales, qui ramène à Visitor Q, je pense, beaucoup. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ça qui est peut-être dommage, c'est que c'est un film qui est presque bicéphale dans un sens. T'as le côté classique et d'un seul coup, Miike essaye de nous amener vers une conclusion qui est assez glauque, autant dire les choses comme elles sont, et presque tu as du mal à voir le lien, même si tu le comprends, parce que cette malédiction, c'est un petit peu, sans que ce soit la même chose, hein, c'est destination finale. Hein, tu te poses la question, quelle est cette mort qui est là? D'ailleurs, elle est assez vite visualisée, comme, enfin, c'est presque une force invisible, c'est quelque chose de... Voilà, on se demande si c'est pas la mort elle-même ou un diable, on se demande si on va pas finir dans un truc à l'exorciste et tout. D'ailleurs, à un moment, il y a un chaman qui essaie... c'est très drôle, parce que Miike, décidément, ici, il essaye, je pense aussi, de se moquer de certaines traditions à un moment, et en même temps de la modernité avec les médias et les téléphones portables. Les deux côtés, voilà, le Japon traditionnel et le Japon moderne essayent de s'entrechoquer et n'y arrive pas, personne n'y arrive vraiment, quoi. Et c'est une histoire aussi de vengeance, sans en dire plus, mais tu vois, à un moment, il y a un truc qui fait qu'il y a une transition qui a du mal à se faire, selon moi. Après, visuellement et sur le côté flip ultime, la fin est réussie en soi. Mais comme j'ai pas eu le build-up avant et j'étais pas hyper impliqué pour les personnages, voilà, puis sans en dire plus, on va aller dans la zone spoiler là, très bientôt, mais bon, l'origine du truc, tu vois ce que je veux dire, on a du mal à le construire, je trouve. Même si c'est assez fascinant, d'une certaine manière, parce que ça renvoie à un problème familial, sans en dire plus, qui est assez terrible. Voilà. Et puis il y a même un problème aussi, il y a tout un fond social qui est quand même très présent. Tu disais tout à l'heure avec la relation avec les médias, il y a le côté effectivement société japonaise entre tradition et modernité, tu le dis très bien, c'est le film joue très bien sur ce côté... le Kaidaega classique au Japon, avec le film de fantôme, un classique. Exact, ouais. Et puis mixé avec la mutation que Koji Suzuki et puis Hideo Nakata ont fait transparaître avec Ring, et on est vraiment entre ces deux trucs-là. Effectivement, je trouve que Miike a toujours cet humour à froid, assez noir, qui est vachement bien injecté, notamment effectivement cette séquence d'exorcisme qui est assez fun, et avec des effets visuels. Là, pour le coup, le film devient assez graphique sur ces moments-là, et assez intéressant pour ça aussi. Il ramène un peu à tout ce qu'on a de graphique chez Miike en général. Mais tu vois, c'est presque dommage, parce que sur cette ambiance-là, on aurait pu aller vers un Darkwater, par exemple, tiens, je cite ça au hasard, de façon plus stylisée. Là, je trouve que c'est, voilà, si ce n'est sur la fin, où il revient sur un côté plus glauque, voilà, il laisse aller les choses de façon très classique, même dans la mise en scène. Peut-être que, je pense qu'il a cru à ce projet pour le faire, mais peut-être pas à 100% pour le développer ultimement auparavant, avant d'arriver à son final. C'est ça qui a dû le botter, à mon avis, c'est de finir le film comme ça. Mais avant, bon, allez, on a ce cahier des charges, on fait ce qu'on peut. Sûrement aussi lié au roman, puisque l'auteur du roman est aussi co-scénariste, avec une philosophe d'ailleurs, et aussi romancière, donc c'est assez amusant. Donc, il n'a peut-être pas eu les mains libres, et bon, à la fin, on lui a laissé la carte libre. Mais peut-être qu'on va aller maintenant dans cette zone spoiler, parce qu'à moins que tu aies autre chose à rajouter hors spoiler, parce que là, c'est vrai que on se retient, mais il faut que ça sorte. Allons-y, il faut que ça sorte à un moment donné. Attention, spoiler! Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu as dit, hein, le côté film de fantôme old school à la japonaise, on le sent. Voilà, je pense que Takashi Miike, il a été fan de ces vieux films-là, d'ailleurs, qu'il faudra que je découvre, parce qu'il paraît qu'il y a des grosses pépites, hein, ces vieux films de fantômes japonais. Et l'ami Artopolis, qui m'en avait parlé il y a quelques mois, il paraît que c'est très très bon, ce genre de film, il faudra que je le découvre. Et alors, le moment, moi, que j'ai préféré dans le film, c'est les médias. Donc, à un moment, il y a une victime, elle sait quand elle va mourir et tout, bon, on va l'inviter à la télé pour filmer sa mort en direct, ou pas. C'est glauquissime, quand même, quand il pense. Et en même temps, la séquence est très drôle en même temps en plus. C'est très drôle, et le pire, bon, tu sens qu'elle va crever quand même, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est inéluctable, mais elle meurt d'une façon très bête, parce qu'elle sort du champ, parce qu'elle panique, et elle se fait prendre comme ça. Sur le moment, j'ai dit, bon, je pense qu'il y a une dérision qui est faite, c'est que la télé qui veut tout contrôler, et tout, etc., même ça, elle peut pas, enfin non, les médias ne peuvent pas contrôler la mort, même qu'ils balancent une pub 5 minutes avant, quand même, au cas où, tu sais. C'est le détail qui tue. Et puis c'est là où la mort prend forme, parce que petit à petit, ça c'est bien mené quand même. La mort, c'est une forme invisible, on ne comprend pas. Il y a une histoire de bonbon qui sort de la bouche au moment de la mort, et à chaque fois, les victimes ne meurent pas sur le coup. C'est bien sadique. Elles agonisent avec un bras arraché, à moitié cramé et tout. Et il y a ce bonbon, voilà.
Et au début, c'est invisible, et puis après, il y a une forme, et on voit une femme, et on comprend que tout ceci est lié à une... Alors, plus ou moins une histoire d'infirmière, de mère de famille infirmière, qui, en fait, maltraitait volontairement son enfant pour pouvoir la soigner derrière. Le fameux syndrome de Munchausen, qui est mentionné, d'ailleurs. C'est terrible parce que ça existe. Voilà, c'est une pathologie, je crois, d'ailleurs. Des gens qui blessent volontairement quelqu'un pour être derrière, ça ressemble un peu aux pervers narcissiques, qui font... des gens qui font exprès de faire du mal aux gens pour après être derrière et les consoler, etc. et les tenir sous leur contrôle. Ici, c'est encore plus glauque dans le sens où c'est une mère et sa fille. Puis il y a un twist final, en fait, c'est la grande sœur. Bon, ça, c'était pas obligatoire, par exemple. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire, cette séquence-là, évidemment. Oui, on est d'accord, c'est un twist peut-être en trop. Voilà, mais bon, après, voilà, c'est juste pour... Ça, c'est pour le spectateur et tout. Et puis, il y a ce final dans l'hôpital... Waouh, c'est presque de l'urbex, on se croirait, tu sais, sur des vidéos qu'on voit dans les hôpitaux abandonnés. Là, mais au moins, là-dessus, l'horreur, elle est gérée. Enfin, l'ambiance, plus que l'horreur, c'est pas gleu. Bon, ça peut être gore sur les morts précédentes des victimes. Mais le problème, c'est que, voilà, j'en reviens donc à notre héroïne et son copain, enfin, qui n'est pas son copain d'ailleurs, enfin, ils se rapprochent jamais vraiment les deux, c'est bizarre. On se demande ce qu'ils fichent ensemble et tout, c'est juste pour l'enquête. Mais moi, j'ai eu du mal à m'impliquer de façon empathique sur ce personnage principal. Pourtant, avec des flashbacks, elle aussi, elle a souffert. Mais, je sais pas. Pourquoi, à ce moment-là, elle a été choisie comme victime? Est-ce que c'est un hasard? Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, après, on peut faire des hypothèses et des théories. Hein. Il y a une fin ouverte aussi, avec ce sourire. On se demande si elle est guérie ou si... Enfin, voilà, enfin... C'est un sourire d'ailleurs à la Battle Royale à la fin. Oui, avec cette transmission du bonbon à la fin en plus. Et voilà, et le bonbon qui représente l'enfance déchirée, oui. Qui crée la mort derrière en forme vengeresse. Tout ceci est bien géré, mais il manque un petit truc. Mais c'est vrai que la fin, très bleutée, tu l'as dit, stylistiquement c'est quand même bien. D'ailleurs c'est très sombre, encore plus. À ce niveau-là. Et en plus, il y a moi, ce qui m'a fasciné vraiment et qui fait que là je me retrouve aussi chez Mickey. C'est le visuel du personnage, je crois qu'elle s'appelle Marie, je crois. Oui, alors il y a une Marie, il y a une Mimiko, il y a une Marie. Alors je sais plus laquelle des deux est au final, mais voilà, ou la mère ou la grande sœur, Marie et Mimiko. Mais Marie d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin. C'est la Vierge Marie, la mère. On peut chercher des trucs, hein, côté religieux si on veut. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fantôme de film japonais de l'époque dans lequel on avait depuis Ring cette fusion, mais qu'on trouve chez Kobayashi aussi déjà aux origines, hein, ces fantômes avec des grands cheveux noirs, et que Ring a ajouté les cheveux noirs sur le visage, qui cassent le visage. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ce fantôme-là, contrairement à tout ce qui avait tendance à tourner à l'époque, il a le visage dégagé. Oui. Et pour le coup, il a un visuel qui est intéressant et qui, pour le coup, moi, me ramène beaucoup à Mickey, parce que pour le coup, là, il y a un effet qui est graphique, où elle perd sa peau au fur et à mesure, elle suinte de partout, elle est purulente. Toute cette figuration de l'abject, des fluides corporels, c'est ce que dit comment s'appelle Verhoeven quand il parle de la manière dont il traite la violence et la sexualité, en disant que justement, lui, ce qui lui importe, c'est montrer en fait ce qui sort des corps, le sang, le sperme, le pus, tous ces trucs dégueulasses qu'on trouve chez Rembrandt, qu'on trouve chez d'autres auteurs, chez Bosch, etc. Et là, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté-là avec ce corps qui suppure, qui est dégueulasse. Et la scène est assez répugnante en fait. Je trouve que le face-à-face entre l'héroïne et la créature fonctionne très bien. C'est vrai, puis on ne sait pas si elle va survivre ou pas. Et à un moment, quand même, on va avoir ce doute-là, parce que le fantôme l'enferme, la sépare de son équipier et tout. Et puis, il y a cette conclusion qui, évidemment, ouvre la potentialité d'une suite, qu'il y aura avec les mêmes scénaristes d'ailleurs, pas avec Mickey, hein, en réalisation, pardon, et même un remake américain. C'est-à-dire que le film a eu suffisamment de succès, comme Ring, comme les The Grudge, etc., pour avoir son remake aussi. Voilà, je sais pas si tu as vu... Je sais pas si tu as vu le remake ou les suites, je crois pas. Hein. Non, j'ai pas vu. Alors, par contre, c'est vrai que c'est intéressant à noter par rapport au remake, je l'ai pas vu encore. J'ai repoussé parce que ça a été... il est tellement grossièrement, il est assez mal apprécié, et c'était un calvaire pour le réalisateur, parce que c'est réalisé par Eric Valette, qui est un réalisateur français, et qui avait réalisé, comment s'appelle ce film, qui était très très bien, Maléfique, qui est un excellent film d'horreur avec Clovis Cornillac. Ah d'accord, ouais. Et pour le coup, là, on le retrouve à ce moment-là, et à chaque fois qu'il en parle, il dit que ça a été un calvaire pour lui, que ça a été son premier film aux États-Unis et que ça a été une horreur pour lui. Donc j'ai pas eu envie de le voir, parce que c'est un truc qui certainement a été fait dans la douleur et qui en plus va être assez douloureux à regarder, parce qu'après les critiques sont quand même très très négatives. Ouais, voilà, bon, malheureusement, souvent ces remakes, il y a eu quand même des... Bon, il y a eu Gore Verbinski qui avait fait The Ring, version américaine, qui est potable,
quand même. Qui est tout à fait, oui, qui est pas mal. Naomi Watts aussi, voilà, forcément. Mais ouais, donc pour revenir d'ailleurs, parce que là il y a un truc qui me revient sur la fin, il y a quand même un côté poétique, puisque quand la mère meurt, bon, la mère c'est le zombie, donc voilà, le fantôme et tout, on apprend que c'est pas elle la coupable, c'est la grande sœur, enfin, sa plus grande fille si on veut, et quand elle meurt vraiment, elle meurt dans les bras de notre héroïne. Oui. Il y a quelque chose de poétique, elle accepte enfin sa mort et une libération. Ça c'est bien, par exemple, voilà. Après c'est... chose qu'on retrouve dans Ring aussi. Voilà. Et c'est pour moi, le film aurait dû s'arrêter là. Voilà. Effectivement. Enfin, il y aurait eu plus de trucs avant et tout. Ça aurait été une belle fin poétique, mais après, il y a le retwist de la grande sœur. Alors, vous voyez, on revient, la police qui débarque, c'est là où on a notre Renji Shibashi qui débarque vite fait. Et on retrouve la cassette vidéo d'avant, on voit que c'est la grande sœur. Ah, c'est fait un petit peu de retwist pour la forme, pour relancer un petit peu. Bon, après, ça passe quand même. Hein. Ça passe quand même, mais... on sent le côté surécrit du truc pour, on va dire, pour le côté populaire, je vais pas dire blockbuster, parce que c'est pas un blockbuster du tout, mais voilà, le côté cahier des charges et films qu'il fallait montrer aux jeunes à l'époque. Mais bon. Et puis en plus, c'est vrai qu'en plus, ça colle avec ça calque aussi le schéma de Ring, parce que dans Ring, on se rappelle, on spoil Ring en même temps, mais on a la zone spoiler, donc c'est très bien. Ring, à la fin, le personnage principal délivrait ou pensait délivrer oui. Sadako de son puits. Il y avait effectivement cette séquence où elle retrouvait le cadavre qui sortait du fond du puits. Oui. Et là, il y avait ce même effet avec le visage qui coule, enfin la peau qui se déchirait, elle se retrouvait avec le squelette dans les bras. Et à la fin, retwist, en réalité, ce n'était pas ça. La libération, c'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait justement à attirer l'attention et à transmettre. Dans le thème du fait d'attirer l'attention est un truc très présent aussi dans ce film-là, dans une société japonaise qui est très... dans le rang, etc. Là, tous les personnages, par le biais des médias, par le biais du téléphone, par le biais du syndrome de Munchausen, essaient d'attirer l'attention des autres. Oui. Et pour le coup, il y a ce retwist, effectivement, derrière, qui ramène au fait que, bah non, la malédiction n'est pas terminée, au contraire, elle continue. Exactement comme dans Ring, avec le meurtre de l'ex-mari, oui. Là où Sadako sort de la télé. Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est très calqué, quand même. À croire qu'ils ont voulu vraiment... Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le roman, je pense, j'en douterais en fait, ou alors le roman a été très inspiré de Ring du coup. Mais ça, à voir si jamais certains d'entre vous dans les commentaires ont lu le roman, on sait jamais. N'hésitez pas à nous le dire. As-tu d'autres choses à rajouter du coup dans cette zone spoiler? Parce que bon, après, les morts diverses et variées, ça va, ça fait son boulot hein, au début. Voilà, des petites chutes dans l'ascenseur, bien sympa, un petit bras arraché après un petit saut de la mort sur un train. Oui, d'ailleurs. Mais c'est très, tu le disais, pas de destination finale, il y a très ce côté, parce qu'il y a, dans une certaine mesure, une tentative de réaction en chaîne, notamment, tu parles de la version avec le train, qui aurait pu effectivement être une mort qu'on aurait trouvée dans destination finale. Et puis, suspicion de suicide, comme voilà, Suicide Club de Sonotion, c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi, mais voilà, c'est peut-être des références diverses et variées, mais c'est pas improbable. En tout cas, bah oui, on va du coup, je pense, refermer... Hop. Refermer la zone spoiler et conclure sur cette mort en ligne, à pas confondre avec La mort en direct, qui est un film de Bertrand Tavernier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Non, là c'est La mort en ligne, One Missed Call en version anglaise, alors, je vais pas refaire le titre japonais. Comment, alors, est-ce que tu le conseillerais pour découvrir Takashi Miike, en fait? Ou plutôt, allez, d'abord audition quand même, parce que sinon... Bah, on est d'accord, d'abord audition quand même, parce que même c'est peut-être... Dans une certaine mesure, c'est peut-être plus facile d'accès que audition, mais en même temps, c'est pas très représentatif de ce que fait Miike. Je pense qu'il est plus intéressant de voir celui-ci après avoir appréhendé le reste de la filmo de Miike pour essayer justement d'y voir les trucs intéressants et qui ramènent à l'auteur qu'est Miike. Je pense que si tu ne connais pas, en fait, je vois pas forcément l'intérêt d'aller le voir en tant que tel, ou alors de voir de la J-horror pour le plaisir, et c'est plutôt un film de J-horror assez correct. Mais je trouve qu'il est plus intéressant si tu as vu d'autres Miike. Mais je pense pas, oui, audition, tu as totalement raison. Je pense que c'est le mieux à découvrir parce que c'est, mine de rien, ça reste assez grand public quand même. Oui. Tout en étant assez auteur. Voilà, c'est peut-être pour ça du coup que je suis déçu de ce film. C'est que à la fois, on peine à ressentir la patte auteuriste d'un Miike qui est quand même hyper original, inventif et tout. Bon là, si vers la fin, là, on vous renvoie à la zone spoiler pour cela, mais... Oui, mais on sent qu'il se contente d'assurer le cahier des charges qu'on lui a donné, peut-être avec même déjà en tête son prochain métrage, parce que c'était pas forcément un projet qu'il maîtrisait à 100%, mais bon, il s'est fait plaisir à 2-3 moments quand même. Et bien sûr, c'est un film qui
est un petit peu, je vais pas dire qu'il fait pas le figure, mais pas loin, à côté d'un Ring, par exemple, dont il reprend énormément de poncifs. Donc forcément, voilà. Après, c'est pas un moment, je peux pas passer un moment désagréable, loin de là. Quelques longueurs, qu'à un moment, à un certain moment, tu te dis, bon, au final, pour nous mener là où ils nous mènent, ils auraient pu enlever 20 minutes, notamment vers le côté redondant et tout, mais bon. Après, il fallait bien montrer la boucle aussi, sinon c'était pas intéressant. Si c'était pour montrer que 2 morts, c'était pas cool. Mais voilà, c'est clair que c'est pas celui que j'ai préféré, loin de là, hein, de Takeshi Miike pour l'instant. Mais ça reste toujours intéressant d'en discuter, d'autant plus avec toi. Je crois qu'on pourrait même parler du pire film de tous les temps, qu'on arriverait quand même à dire des choses dessus. C'est ça la magie du cinéma. Voilà, on trouverait forcément des choses à dire. Mais bon, en tout cas, alors, je ne sais pas du tout quel sera le prochain encore. Mystère, est-ce que d'ici là, je trouverai Visitor Q? Parce que celui-là, il est vachement difficile à trouver. Hein. Mais bon, alors moi, j'en ai un de proposé déjà, ça peut faire du teasing pour le prochain. Ah, vas-y, dis-nous. Moi, je partirais, si ça t'intéresse, sur La Maison des Sévices, qui est un moyen-métrage qu'il a fait pour l'anthologie Masters of Horror. Ah oui, j'adore. Bah, par exemple, la fin absolue du monde, hein, de la version de Carpenter, enfin l'épisode de Carpenter pour cette série, grand petit métrage, oui. Clairement, enfin moyen métrage. Donc oui, avec plaisir, parce que j'avais bien aimé du coup la vision donc de cette série par Carpenter, pourquoi pas celle de Takeshi Miike. Ça peut être passionnant. Puis le titre est très, il donne envie. Voilà. Je sens que ça va être sympa. Mais en tout cas, merci beaucoup mon cher Romain pour ce moment fort sympathique autour de ce réalisateur japonais que tu apprécies beaucoup et que je commence à aimer de plus en plus. Hein, voilà. Et voilà, mais bon, je n'ai pas vu 10% de sa filmographie encore, c'est ça la magie des choses. Mais tu sais, j'en ai pas vu 30%, je pense. Hein. Je suis peut-être un tout petit peu au-dessus, mais... Et un jour, il faudrait qu'on découvre en même temps un Mickey, tiens, ça serait intéressant. Ah bah, ce serait une très bonne idée aussi, oui, tout à fait. En tout cas, bah, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.